Alors nous allons accueillir maintenant Thierry Delcourt. Thierry Delcourt qui est pédopsychiatre et vice-président d'Alpha-Psy International, la fédération des pays francophones en psychiatrie et professions associées. Il est également auteur de « Je ne veux plus aller à l'école » aux éditions Max Milo en 2023, « La fabrique des enfants anormaux » toujours chez Max Milo en 2021 et « Je suis ado et j'appelle mon psy » de chez Max Milo en 2016. Merci. Bien, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué après cette matinée intense et passionnante. Donc moi, je vais vous aborder les choses sur l'angle des pathologies et de ce que tout ça peut produire et qui est particulièrement embarrassant. Alors, je voudrais quand même dire quelque chose pour commencer. C'est à première vue, la plupart des adolescents vont bien. Ils semblent avoir une vie plus libre, plus confortable que leurs aînés à leur âge. Et quand ils vont mal, ils savent mieux l'exprimer. D'où le livre que j'avais fait, je suis ado et j'appelle mon psy, puisque maintenant il nous appelle directement. Alors si on y regarde de plus près dans nos consultations, c'est ceux qui vont mal, vont plus mal, c'est plus difficile à comprendre, à identifier et à traiter. Le constat, ce sont des dépressions sévères d'allure mélancolique avec tentative de suicide et attaque du corps. Ce sont des troubles d'identité avec un processus dissociatif angoissant. Ce sont des addictions sévères aux drogues de synthèse, aux écrans, aux jeux vidéo. Ce sont des phobies sociales allant jusqu'à l'ikikomori. Ce sont aussi des troubles, et là c'est plus préoccupant, d'allure autistique et ou schizophrénique. Autre caractéristique actuelle, la problématique des préadolescents, c'est-à-dire 10-13 ans, avec une augmentation des troubles qui est encore plus nette et plus sévère, notamment des effondrements psychiques et des passages à l'acte suicidaire qui sont en augmentation à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'enfant et l'adolescent de ce début du XXIe siècle, tout en ayant bien intégré ce qui a été dit juste avant? Mais je vais compléter quand même. Je pense que l'enfant vit mal une tension paradoxale entre la société de loisirs et l'exigence de performance, qui m'a amené tout à l'heure à parler d'injonction paradoxale. Ça n'est pas si simple de se situer quand on est enfant et adolescent. Deuxième aspect, c'est que les repères éducatifs de l'enfant sont mis à mal car l'autorité parentale est sous tutelle des réseaux sociaux, des médias et de l'État qui deviennent les prescripteurs dominants à laquelle doivent se soumettre la famille. Troisième élément, l'imaginaire de l'enfant est captif de l'image, des vidéos et du monde numérique qui lui injectent un imaginaire préfabriqué. Son imaginaire créatif est saturé, donc il perd sa fonction créative de sens et d'expérience et n'imprime plus sa signature singulière. L'enfant parvient plus difficilement à se construire du fait aussi des remaniements massifs et déconcertants de la famille, monoparentale, homoparentale, inversion des genres, etc. Et enfin, difficile pour l'enfant de se repérer si on lui dit à la fois « tu es libre, tes choix sont légitimes », en même temps qu'il subit une standardisation sociale normative. Dérouté, il ne peut plus exprimer sa créativité et sa singularité, d'où un désarroi, une agressivité ou bien une fuite de la réalité vers des mondes parallèles addictifs, faussement protecteurs. Je vais vous présenter 5 situations cliniques qui sont les plus fréquentes actuellement dans les cabinets de pédopsie en France et ailleurs, parce que tout à l'heure on parlait de Alpha-Psy International et la confrontation que nous avons, que ce soit avec les pays du Maghreb, le Québec, la Suisse, la Belgique et même l'Afrique de l'Ouest, on retrouve des choses assez similaires dans ces différents pays, malgré les variations culturelles. La première, c'est l'inconsistance du trublion, on a un peu parlé tout à l'heure. Il est là, mais il n'est pas là, tête en haut, tête en bas, corps en déséquilibre, le fauteuil tourne à fond, il tombe, il s'allonge, il se relève, il rit, il pleure, m'observe comme s'il m'écoutait, mais non. Il crie, réponse à côté, coq à l'âne, sa mère tente de le calmer, il la mord, pause, je crois qu'il entend, espoir, mais non, il est ailleurs, ou il est incapable de le dire. Et ça repart, il épuise tout le monde et rien n'est possible. Il est absent, il n'y a pas de rencontre, juste une collision. Je ne lâche rien, je le reçois seul, il me dit
C'est plus fort que moi, c'est ma tête qui me dit de faire des bêtises, ce que vous devez entendre assez souvent. Cet enfant ne construit rien, ou plutôt, dès que s'amorce une construction, boum, il la fait tomber, y compris son corps instable. Il est incapable de se rassembler, de se tenir, non pas de se tenir bien, mais juste de tenir debout. Que faire ? Analyser la situation, bien sûr, le contexte, l'histoire avec les parents, souffrance fœtale, néonatale, chaos familial, événements, traumatisme, agitation primaire ou secondaire, bref, contextualiser, ce qui permet de repérer les parts respectives dans le biopsycho-neurosocial et dans l'éducatif. Par exemple, l'usage très précoce d'écran, l'hyperstimulation érotisée de la relation affective, la famille chaotique ou qui se croit parfaite, c'est pas pire même, l'incapacité de l'enfant à passer de la toute-puissance au principe de réalité, la fixation à une pulsation orale agressive, la double contrainte liée à l'autorité parentale en crise, les traumatismes, les situations abandonniques, bref, tout est important dans l'approche qui ne peut être conçue que comme multifactorielle. Certes, on peut se contenter, comme c'est le cas de plus en plus, d'un bilan neuropsychologique, d'identifier un TND, un trouble neurodéveloppemental, un TDAH, etc., et de le mettre sous méthylphénidate. On passera à côté de l'essentiel, y compris dans l'efficacité du traitement, avec une escalade de prescriptions abusives, car on ne veut rien entendre, on ne peut rien entendre, on ne peut plus rien entendre de l'appel souffrant. Si on a en tête que l'enfant est absent à lui-même et que son identité est inconsistante, on peut lui proposer des expériences sensorimotrices, créatives, précoces, d'où l'importance d'une psychomotricité ludique centrée sur le corps et les expériences de construction, d'où la participation des parents pour le surprendre et le déranger. Même s'ils disent qu'ils ont tout essayé, on leur fait comprendre qu'il va falloir tenir une ligne éducative sans rien lâcher. Faire front lui donnera sa consistance. Quelque chose qui est difficile à dire en ce moment, dans ces situations que je viens de vous décrire, aucun écran tant que le trouble est envahissant. Difficile à entendre. On instaure un inconfort qui l'oblige à se confronter à l'obstacle, aux limites, et donc à expérimenter avec le corps et la pensée. Il doit réaliser que sans ça, il n'obtiendra rien. Plus question d'anticiper ses envies, non pas pour le priver, mais pour l'aider à se recentrer et qu'il réussisse à se confronter à une vraie expérience. Deuxième situation, là encore fréquente et particulièrement grave, une dysmaturité psychique d'expression dépressive. Je vais m'expliquer. Si la dépression existait avant, y compris sévère, on constate l'augmentation de fréquence et d'intensité de ces dépressions avec un effondrement psychique. À l'angoisse et aux symptômes dépressifs s'ajoute une néantisation de l'être liée à la culpabilité même d'exister. Plus souvent des filles, elles décrivent une sensation de gouffre, de douleur morale qu'elles tentent de soulager par les scarifications et les attaques du corps, l'anorexie punitive ou bien les crises alcooliques aiguës de plus en plus fréquentes. Ces dépressions résistent à la psychothérapie, aux antidépresseurs et aux anxiolytiques. Pourquoi ? Il s'agit de dislocation de l'être avec une perte d'identité. L'image du corps, très tôt mise à mal, ne parvient pas à décoller d'une représentation négative. Et pourtant, ces filles sont belles, intelligentes, sensibles, enfin, elles ont toutes les qualités, et de façon délirante, elles se voient ratées, difformes, bêtes, persuadées qu'il leur est interdit d'être aimées par quiconque, y compris par leurs proches, même si ceux-ci sont chaleureux et valorisants. En amont de ces symptômes graves, il y a souvent une expérience précoce traumatique et ou un vécu d'indifférence. En cause, parfois un relatif désintérêt des parents au profit de leur vie trépidante, ou bien d'un puîné ou d'un aîné brillant. Les patientes décrivent une absence de regard des proches alors qu'elles font tout pour les satisfaire. Très tôt autonomes, mais elles sont restées particulièrement naïves. Elles ont trop d'empathie, confidentes des proches, mais rien de ce qu'elles attendent secrètement ne vient en retour. À l'adolescence, en quête de leur identité,
Elle se confronte à un vide jusque-là masqué par cette dysmaturité adossée à un énorme malentendu disqualifiant, tout faire pour être aimé. Alors que faire face à ce gouffre d'un attachement en souffrance ? Le rétaillage affectif et la construction d'une identité consistante est difficile. Les médicaments, oui, mais sans en attendre la guérison, ils ne combleront jamais le gouffre. La psychothérapie, oui, jusqu'à ce qu'apparaisse une colère immense. Une revendication que l'entourage, bien sûr, trouvera injuste. Il tombe de haut. Tu te rends compte de ce que tu dis ? Nous, on a toujours tout fait pour toi. C'est une étape du soin durant laquelle on doit soutenir les parents, bien sûr, afin qu'ils restent empathiques, sans juger, même s'ils trouvent leur enfant de mauvaise foi, même si, effectivement, ça n'est pas forcément bien formulé, mais c'est essentiel. Troisième situation, je passe forcément un peu vite sur ces éléments-là, ce que j'ai nommé une dysmaturité psychique d'expression dissociative, et là on arrive à une frontière que vous connaissez avec les états limites, borderline, etc. Je vous cite une patiente. « Je ne sais plus qui je suis, tout est toujours compliqué, je n'arrive pas à gérer mes émotions, ma mère dit que je suis HPI, HPE, je voudrais faire un test, et puis non, ça m'est égal, je ne veux pas savoir, je veux qu'on arrête de me harceler à l'école et à la maison. » Elle est dans un croque-top serré, sous un étroit blouson de cuir noir, avec des croquenots gothiques. Elle est repliée sur elle-même, la poitrine rentrée, donc un paradoxe. Elle cache ce corps qu'à la fois elle montre. Le mot est lâché, harcelé. Si on approfondit ce qu'exprime cette jeune fille d'à peine 13 ans, on comprend qu'elle est moquée, mais qu'elle s'y expose par ses défis et les attitudes, tant de son habillement que de ses propos. Effectivement, elle ne sait plus où elle en est, mais surtout, elle ne sait pas qui elle est. Tout sonne faux. C'est d'elle, d'ailleurs, que j'ai vu « Je ne sais plus qui je suis », c'est d'elle que je l'ai tiré, même si c'est habituel d'entendre ça. Ses parents l'ont obligée à consulter pour son anorexie très évolutive. Son corps en tension témoigne d'un désarroi qui trahit le malaise de sa chair pubère et de son désir naissant très encombrant. Entre Lolita et bébé fragile, elle est exposée aux quatre vents, les réseaux sociaux, les filles, les garçons et son corps. Ses parents acceptent que son copain vienne à la maison et qu'il y dorme. Ils ne veulent pas voir ni se confronter à elle. Sa mère dira « On ne peut rien lui refuser, sinon c'est la crise ». À 13 ans, elle vit comme une jeune majeure. Le père est lui-même en désarroi et il dit « C'est comme ça, on s'en sort plus depuis le harcèlement, j'ai peur, elle pourrait se suicider ». En creusant, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de délimitation entre parents et enfants à tout niveau, y compris de son intimité. Tout le monde se mêle de tout le monde, me dira-t-elle. De là, cet enfant déguisé en adolescente libérée a vécu des expériences bien trop précoces au point d'être traumatiques. Alors elle fait des crises, elle rejette ses amis, son copain, puis le rappelle. Elle est dans un chaos relationnel, affectif, où elle se perd en sabotant ce qu'elle tente de construire maladroitement. Seule, elle dit sa facticité, son dédoublement angoissant où elle se voit impuissante. Elle entend des voix qui la jugent et qui la condamnent. Elle ne s'endort pas avant 3 heures du matin et passe un temps infini sur le téléphone à tout compliquer en voulant tout arranger. Elle essaie d'écarter les avances sexuelles de son copain, mais elle a besoin qu'il soit près d'elle. Depuis 1 mois, en même temps que l'anorexie, sont apparus des phénomènes de déréalisation. Elle ne se sent plus. Tout ce qu'elle fait aggrave ses troubles, mais elle ne veut rien lâcher car sa vie trop libre lui apporte une jouissance. Elle est sans limite, ni bord, ni pilier pour s'adosser dans la construction de son identité et de son désir. Sa jouissance la confronte à une dualité en clivage, donc impossible à élaborer. L'impasse se traduit par une dissociation psychique qui devient pathologique. En fait, son appel à l'aide par les scarifications à la tentative de suicide se dirait sous cette forme « Contenez-moi, guidez-moi, protégez-moi des intrusions dont celles de mes parents, rendez-moi mon intimité, donnez-moi des repères, faites que je sois vrai, même si pour ça, je dois repasser par la case enfance. » Et c'est ce qui se passera, car je pose les bases saines
du moins je le pense, avec ses parents, afin qu'ils ne privent pas leur fille de sa construction identitaire et de l'élaboration pas à pas de son désir. À sa demande, la jeune fille part 2 ans en internat, loin des confidences intimes de sa mère, des problèmes de famille et du père. Autre situation particulièrement problématique, on sent qu'elle est en filigrane aujourd'hui, j'en ai entendu parler, ce que nous on appelle l'angoisse de sexuation pubertaire. La dysphorie de genre, inscrite dans le DSM, décrit la détresse d'une personne et, pour ce qui nous intéresse, d'un enfant ou d'un adolescent qui se désigne transgenre et exprime un sentiment d'inadéquation, de non-congruence entre son sexe désigné et son identité de genre, ce qu'on entend habituellement sous cette forme « je suis né dans le mauvais corps ». Ce diktat déroute le professionnel car il est de plus en plus fréquent et se traduit par une exigence. La qualification dysphorie de genre pour décrire un mal-être adolescent est exprimée plus souvent en ce moment par des filles. Il est remis en cause après le constat des dérives éthiques des médecins et les conséquences des traitements précoces par des bloqueurs de puberté et des mastectomies irréversibles. Dans ce contexte, l'Observatoire des discours idéologiques sur l'enfant et l'adolescent propose un concept appelé l'angoisse de sexuation pubertaire, c'est-à-dire un rejet massif et persistant des changements corporels lors de l'apparition des caractères sexuels secondaires. Ce rejet provoque un sentiment de désarroi et de détresse. Ces enfants mal dans leur peau s'interrogent sur leur corps et leur sexualité. Ils cherchent sur les réseaux sociaux à mettre des mots sur leurs mots, sur ce qu'ils éprouvent. Ils trouvent auprès d'influenceurs et de discours médiatiques actuels une solution qui pousse au rejet de leur corps. Autrement dit, si tu te sens mal, c'est que tu es trans. Cet autodiagnostic est de plus en plus suggéré et renforce le rejet de leur corps et le refus de prendre le temps pour s'adapter à leur changement. Sous cette influence, ils affirment leur conviction d'être nés dans le mauvais corps et de le savoir depuis toujours. Or, le toujours, c'est parfois hier. Mais soutenus par les transactivistes, ils refusent tout questionnement ou investigation de l'origine de leur mal et tout ce qui relève du psy. Or, c'est l'investigation approfondie qui détermine ce qu'il en est en différenciant une affirmation impulsive sous emprise d'autre chose que l'on connaît depuis longtemps, c'est-à-dire une souffrance qui est là depuis la petite enfance, du fait d'une expression physiologique en lien avec les composantes génétiques et épigénétiques. L'angoisse de sexuation pubertaire nécessite une grande prudence dans les réponses à y apporter. Une évaluation complète individuelle, familiale et sociale est indispensable. Il ne s'agit pas là de thérapie de conversion, comme on le dit de plus en plus, mais simplement d'un bilan qui est déontologiquement légitime et même obligatoire pour un médecin. Enfin, autre situation que j'ai nommée trouble dissociatif de l'identité et état de conscience modifié. La place qu'occupent le numérique et le virtuel chez les enfants et adolescents crée une nouvelle donne dans la construction de leur représentation psychique et leur rapport à la réalité. La référence principale des ados pour leur compréhension du monde passe par les réseaux sociaux et les influenceurs, plus que par l'école, les parents et les médias compétents. Qu'arrive-t-il quand la construction de l'imaginaire ne passe plus par une expérience de vie concrète, mais par l'absorption dans un imaginaire préfabriqué, celui des jeux vidéo, des téléréalités, des produits phares que les influenceurs imposent à tous ceux qui gobent leur offre de rêves et d'idéal factices. Petit exemple, je reçois une fille de 12 ans, voix fluette, angélique, et qui d'emblée apparaît dissociée dans sa présentation et ses propos par une forte puberté qu'elle subit. Elle se dit dérangée par une agitation intérieure, par une excitation incongrue qui occupe ses pensées et ses actes en solitaire. Ça la dérange, mais elle ne cesse de se nourrir en catimité d'émissions de télé-réalité type Les Anges, Les Marseillais, La Villa des Cœurs Brisés, Les Princes et Princesses de l'amour. Je pense que vous devez avoir ça ici comme nous en France.
Elle les regarde seule dans sa chambre après avoir regardé des épisodes quand elle était toute jeune avec sa sœur et sa mère qui sont friandes de ces relations factices. Ces mises en scène conçues pour leur pouvoir érotique addictif l'agitent et la travaillent. Elles s'incarnent dans les personnages et leurs histoires. Ses parents ne comprennent pas qu'elle soit nerveuse, qu'elle se rebelle, alors qu'elle a tout ce qu'elle veut, comme ils disent. Ils la laissent même sortir seule jusqu'à la nuit tombée, 12 ans, je vous rappelle, sans même se soucier de savoir si elle est confrontée à des situations de mise en danger, ce qui est effectivement le cas. Lors de nos séances sous secret professionnel, elle raconte ses expériences sexuelles éprouvantes qu'il est hors de question de révéler à ses parents, car il n'est pas possible pour elle d'y renoncer, même si elle le vit avec angoisse. Elle est devenue la proie d'un cyberharcèlement de la part de soi-disant copains qui usent d'elle comme d'un objet et la maintiennent sous emprise à des fins de consommation sexuelle, style michetonnage, sexe contre tabac et alcool, mais aussi aggravé par des photos de nude qu'ils menacent de diffuser. Les parents voulaient croire à une adolescence précoce alors que leur fille est juste une enfant. Il s'agit là d'un abandon éducatif. Cette gamine a basculé dans une dépravation traumatisante, encouragée par le contexte familial de complaisance. Ces expériences choquantes ont été alimentées par les fantasmes d'idéal factices, des téléréalités et des réseaux sociaux. Ce dont je vous parle là, ce n'est pas une gamine de 12 ans, c'est quelque chose que je revois assez fréquemment. Elle s'en est péniblement sortie grâce à une aide éducative à domicile et un éloignement de son quartier et des réseaux sociaux. Dans son cas, le phénomène de dissociation est directement lié à la dysmaturité suscitée par le contexte familial délétère. Par contre, on assiste à une autre forme de dissociation que l'on peut décrire comme dangereusement créative. Je me cherche passe par un détour étrange et se retrouve dans l'exploration personnelle d'états de conscience modifiés qui ne sont pas sans danger. Plutôt que de se trouver, l'adolescent devient prisonnier de ses expériences en solitaire. Plus il se cherche dans l'espace virtuel, plus il s'égare. Il veut sortir de son corps, donc invoque des forces paranormales et se crée un alter, cet alter dont on parle beaucoup en ce moment, c'est-à-dire un autre clivé. Il se projette dans des perceptions étranges avec l'espoir d'y trouver sa révélation, la vérité de son être, dire « je serai enfin qui je suis ». Les adolescents partagent leurs techniques personnelles pour s'extraire d'eux-mêmes, s'observer et découvrir non pas leur inconscient, mais un monde parallèle qui les libère d'une réalité stressante et leur offre une jouissance sans entrave. Un pas de plus, et c'est l'utilisation de la dette de sommeil fréquente du fait de la consommation effrénée d'écrans, d'images virtuelles, d'alcool, de drogues de synthèse au besoin, s'ils sont de plus en plus utilisés pour produire ces états seconds. Cet échappatoire de la réalité complique la relation aux autres, aux apprentissages bien entendu, et au monde réel. Cela produit des états dissociatifs, source d'un profond mal-être quand il s'agit de se confronter à la réalité des relations et aux contraintes de la vie. Le jeune opère un clivage virtuel réel dont il a du mal à sortir car la fascination et la jouissance liées à ces états de conscience modifiés lui permettent de fuir un monde anxiogène dans lequel il ne peut se projeter. La confusion réelle-virtuelle conduit à la dépersonnalisation et à l'expérience délirante hallucinatoire. D'où l'augmentation de ce que l'on nomme borderline, devenu un nom commun très utilisé dans les médias, dans les échanges entre jeunes, et repris comme diagnostic par les psys au même titre que d'autres notions floues, état limite, troubles dissociatifs de l'identité, etc. Flou ne signifie pas inexact, mais qui relève de troubles d'évolution fluctuante, transitoire, avec le risque d'aller vers une pathologie fixée. C'est la hantise du pédopsie car c'est difficile à définir et à soigner. Le recours aux médicaments ne suffit pas et peut même aggraver la situation. La psychothérapie et l'éducation bien cadrée et structurée restent la priorité dans ces pathologies psychosociales.
Ces états de conscience modifiés peuvent-ils induire ou révéler une schizophrénie? On peut distinguer deux situations, l'occupation ou l'exploitation de ces états. L'occupation, c'est la plus préoccupante. Je vous donne un exemple très très rapide puisque je termine là, celle d'un jeune geek bien dans sa peau qui, à 16 ans, est accepté en stage dans une entreprise de conception de jeux vidéo et se perd dans l'avatar qu'il a conçu. Ces représentations imaginaires, en voie de construction harmonieuse, ont été écrasées comme on écrase un disque dur de PC par l'imaginaire préfabriqué dans lequel il a dû rentrer avec ce qu'on appelle les concepteurs seniors performants. Ils ont pénétré en lui, non pas de façon délibérée, mais parce qu'ils n'étaient pas prêts à y résister, sur un mode persécutif. Pour lui, l'évolution schizophrénique sans signe précurseur fut un drame. J'ai dû user d'un recours créatif qui, pour lui, a fonctionné, mais c'était loin d'être le cas habituellement. Deuxième situation, moins grave, l'exploitation par l'adolescent d'états de conscience modifiés signifie que la construction de ces représentations n'est pas altérée, ou pas trop, donc le pronostic est plutôt bon, mais se pose alors un autre souci. Le court-circuit du désir par la jouissance immédiate devient très addictive. Pourquoi revenir dans un monde compliqué quand tout peut rester simple, y compris en ayant recours à l'immersion virtuelle version 4.0 et en s'isolant? Les résultats scolaires s'effondrent, bien entendu, et dans les pays où la performance est la priorité, le décrochage devient grave. En amont, donc, quelle prévention? La première, et on le voit aujourd'hui, c'est important, cette dimension éducative. L'autorité parentale n'est pas un gros mot. La gestion des écrans, des jeux et des réseaux sociaux est un problème de santé publique et ne pas agir est irresponsable tant de la part des parents que de l'État face au poids lourd du monde numérique. Il y a aussi nécessité à inciter aux expériences concrètes, sensorimotrices, comme je vous le disais tout à l'heure, psychomotrices et aventurières. Nous devons communiquer, ne surtout pas laisser le champ libre aux requins du numérique et du commerce en ligne, ni à la bêtise de certains youtubeurs et influenceurs qui sont devenus la référence principale des jeunes et leur insufflent une approche du monde biaisée, illusoire, dont il faudra qu'ils s'extraient un jour ou l'autre dans la douleur. Il faut aussi renforcer la veille face aux addictions, aux situations traumatiques et aux abus sexuels, qui sont bien plus importants qu'on ne le pense. Donc valoriser la créativité, la solidarité et l'empathie par des rencontres en groupe de jeunes, cadrés au sein de l'école et en dehors, c'est la meilleure prévention. Il y aurait beaucoup à dire, mais voilà, je termine là-dessus. Merci. Merci, M. Delcourt. Y a-t-il des questions? Merci. Merci beaucoup. Moi, je suis ici en tant que maman et professeure de religion catholique. J'enseigne depuis 24 ans. Effectivement, ce que vous venez d'évoquer, mais je me dis, voilà, on a de plus en plus d'élèves qui sont en classe avec des difficultés pour lesquelles nous ne sommes pas du tout formés en tant qu'enseignants. Il y a 2 jours, on a une élève qui est partie en ambulance parce qu'elle a fait une tentative de suicide. J'ai beaucoup d'élèves qui sont fatigués, qui dorment en classe parce qu'il y a les jeux vidéo, etc. Et ma question, c'est... alors on ne peut pas y répondre comme ça, mais dans le monde de l'enseignement, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que ça dépasse complètement notre espace de compétences. Et alors moi, je pense aussi à notre rôle de prof de religion, c'est qu'on nous demande de plus en plus de devenir un peu des ateliers de développement personnel. Et voilà, nous ne sommes pas du tout outillés pour ça. Enfin voilà, ma question, c'est dans l'enseignement, qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que pédopsychiatre? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans notre petite sphère professionnelle? Oui, alors on peut même y ajouter le décrochage scolaire, puisqu'on arrive maintenant à des chiffres très préoccupants. Avant, on était très préoccupé par les 16-18 ans. Maintenant, le décrochage scolaire... En bas, il y a un livre qui s'appelle « Je ne veux plus aller à l'école » qui est formulé comme ça. C'est pas « je ne peux plus », c'est même « je ne veux plus aller à l'école ». Et on arrive à des décrochages très importants chez des adolescents ou préadolescents, parce que voilà, l'adolescence, c'est quand même
pas seulement une question d'âge, c'est un processus, et nombreux sont les préadolescents qui n'accèdent pas à ce processus de l'adolescence, c'est-à-dire d'appropriation et de construction du désir. Et c'est très compliqué parce que, voilà, pour rejoindre ce que disait Eline Smessert, c'est ça, oui, tout à l'heure, voilà, comment travailler en lien et en solidarité entre les différents intervenants. En tant qu'enseignant seul, on est dans une impuissance totale, hein, si ce n'est d'essayer de transmettre un petit peu de connaissances quand la classe le permet. Les parents, voilà, on a beaucoup parlé ce matin de cette question de la décrédibilisation de l'autorité parentale. Enfin, comment tout ça, finalement, à un moment donné, peut donner la possibilité ou corps à une forme de solidarité dans la chaîne. Et ce qu'on constate, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire qu'on voit bien comment chacun, dans son coin, finalement, réagit mal. Les parents par rapport aux enseignants, les enseignants par rapport aux parents et par rapport aux professionnels de santé. Il y a plutôt même une espèce de déchirement parce qu'il y a une forme de désarroi de tous ceux qui ont finalement à être en charge de cette dimension de cadrage, d'ancrage, hein, que moi je trouvais c'était très bien cette notion d'ancrage tout à l'heure, pour lequel on devrait finalement faire une chaîne d'ancrage, mais pas une chaîne qui aliène mais plutôt une chaîne de solidarité, quoi. Hein. Quand j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose pour vous, mais enfin, je pense qu'il y a un mouvement qui doit se faire et qui se fait parfois bien. Hein, bon, mais... Bonjour et merci pour votre exposé. J'avais envie de vous poser une question qui va peut-être faire bondir beaucoup de personnes ici dans la salle, mais quels sont les enjeux des entreprises pharmaceutiques par rapport à toutes ces pathologies qui vont grandissantes et qui sont... En tout cas, moi, je travaille dans le secteur de l'aide à la jeunesse en Belgique, donc l'aide sociale à l'enfance en France, et nous observons une augmentation des médicaments donnés aux enfants très tôt, des antipsychotiques, etc., etc. Enfin voilà, j'avais envie d'avoir votre approche en tant que médecin, de psychiatre par rapport à ça. Je vous remercie. Oui, et de citoyens et de parents, parce qu'effectivement... Et de citoyens, de maman et de grand-mère. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'effectivement, ça arrange beaucoup de gens qu'on identifie le trouble neurodéveloppemental sans chercher plus loin la dimension multifactorielle, puisqu'il y a une espèce de chaîne de réponse qui va être ultra simple, c'est-à-dire TND égale soit TDAH, TSA, troubles du spectre autistique, mais aussi maintenant ce qui apparaît, c'est-à-dire quand un enfant est mis sous méthylphénidate pour un TDAH et que ça résiste et qu'il devient nerveux parce qu'un certain nombre des effets secondaires de méthylphénidate, c'est ça, et ben on va considérer qu'il a un TOP, un trouble oppositionnel avec provocation, et on va le mettre sous risperidone, etc., etc. Donc ça, on ne veut pas dire que ce soit orchestré uniquement par l'industrie pharmaceutique. Moi, je dis même pas laboratoire, ils ne méritent pas ce nom de laboratoire, mais simplement d'industrie, et ils font leur boulot de marketing, mais il y a aussi toute une chaîne, c'est-à-dire que c'est un peu, s'il n'y a plus que ça, si on ne pense plus les choses, eh bien on arrive à ce résultat, mais dans lequel il y a à la fois l'industrie pharmaceutique et puis une simplification, une réduction finalement qui fait qu'on... C'est très bien, comme ça on ne pose plus le problème politique et économique, un peu comme je le disais tout à l'heure à Jean-Pierre Lebrun, c'est-à-dire où elle est cette dimension. On ne peut pas penser les choses sans penser cette dimension économique et politique avec la finance internationale, avec que ce soit les GAFAM, que ce soit l'industrie pharmaceutique, etc., etc. Et donc nous avons à lutter aussi contre ça. Hein. Merci beaucoup. Je pense qu'on va conclure notre matinée avec ces réflexions. Merci.